Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le comportement des diélectriques. Qu'est-ce que la polarisation électrique? Nous allons voir qu'à l'échelle macroscopique, la polarisation est reliée à une constante dont nous avons déjà parlé, la constante diélectrique, epsilon r, ou encore nommée la permittivité. Nous discuterons de la pertinence de mesurer cette constante diélectrique epsilon pour une caractérisation multi-échelle des structures biologiques. Mais tout d'abord, revenons sur le concept fondamental de constante diélectrique. Quelle est sa signification physique? Pour comprendre, prenons l'exemple le plus simple, le condensateur. On se rend compte que c'est un dipôle et avec une géométrie très simple, uniquement ici deux plans. Ce sont deux électrodes métalliques séparées d'une distance petit d. Alors une électrode est reliée au pôle positif du générateur et l'autre électrode est reliée au pôle négatif. Nous avons ici donc deux isopotentiels, V+ et V-, deux lignes droites ici horizontales. Alors la quantité de charge accumulée sur l'armature positive est linéairement proportionnelle à la variation de potentiel V+ moins V-. Alors on appelle cette différence aussi une tension. Alors grand C est appelé la capacité du condensateur, c'est-à-dire la capacité à emmagasiner des charges. L'unité de la capacité, ça va être le coulomb par volt, ou encore on le nomme le farad. On met l'indice petit o ici pour exprimer que le milieu entre les armatures est de l'air ou du vide. Alors cette capacité peut se calculer, elle va dépendre de la géométrie du condensateur, et plus particulièrement de l'air des armatures grand A. Plus grand A sera grande et plus C sera grand. Et puis de la séparation aussi des armatures petit d. Plus les armatures vont s'éloigner et plus la capacité va tendre vers 0. Alors si l'on débranche le générateur, les mêmes charges vont rester stockées au niveau des électrodes. Et l'on va remplacer l'air entre les plaques par un matériau diélectrique. On introduit donc la nouvelle constante diélectrique relative que l'on nomme epsilon r et qui va donc alors être différente de 1. Alors on sait que la quantité de charge Q se conserve. La géométrie du condensateur est elle aussi identique. En revanche, cette nouvelle configuration va induire une nouvelle variation de potentiel que l'on note ΔV ici et bien entendu une nouvelle capacité que l'on note grand C. Alors en égalisant les charges, on en déduit que la quantité C ΔV se conserve. On simplifie par l'air grand A et la constante diélectrique du vide epsilon 0 et on remarque voilà, que le rapport ΔV sur D n'est rien d'autre que le champ électrique grand E à l'intérieur du condensateur. Donc finalement, epsilon R représente le rapport entre le champ électrique du vide et le champ électrique interne dans le diélectrique. On peut aussi l'interpréter comme étant l'augmentation de la capacité du électrique par rapport à la capacité du vide. Donc epsilon peut se déduire expérimentalement à partir de la mesure expérimentale de la capacité grand C. Alors essayons de nous intéresser au comportement du matériau diélectrique. Alors un diélectrique, ce n'est pas chargé. C'est une superposition d'un réseau de charges positives qui va correspondre à un autre réseau de charges négatives. Et sous l'action d'un champ électrique appliqué E0, eh bien les charges positives vont ressentir une force, F égale QE0, qui va être dans le sens du champ électrique E0, et donc vers le bas ici. Et les charges négatives, eh bien, elles vont ressentir une force à l'opposé de E0. Donc les charges ne sont pas libres comme dans un métal, vous voyez qu'elles ne peuvent pas circuler, mais cela induit une distorsion du réseau. Et ça va induire, vous voyez ici, des charges négatives sur la face supérieure et des charges positives sur la face inférieure. Et donc forcément, nous allons avoir un nouveau champ électrique qui a été induit. C'est un champ électrique qui n'existerait pas si on n'appliquait pas un champ externe E0. Donc le champ induit va être dans la même direction que E0, mais attention, c'est la subtilité ici, dans le sens opposé. Donc c'est ce qu'on appelle la polarisation, autrement dit, le procédé de séparation des charges. Et le champ électrique interne, c'est-à-dire à l'intérieur du électrique, on le note INT en indice. Ça va être la superposition du champ électrique appliqué E0 et du champ induit E indice IND. Donc E
interne sera forcément réduit par rapport au champ électrique appliqué E0. Alors si on introduit la constante epsilon R que nous avions définie par rapport au champ induit, on obtient une relation entre le champ électrique induit et le champ électrique interne. Alors on va définir la polarisation par le vecteur grand P qui n'est rien d'autre que le champ électrique induit multiplié par la constante diélectrique du vide. Par ailleurs, on définit la polarisation comme étant le produit de la susceptibilité électrique xi et du champ électrique interne. On déduit de ces deux dernières équations la relation entre xi et la constante diélectrique. Xi va donc varier de 0 comme l'air jusqu'à l'infini. Une valeur nulle correspondra à un isolant lorsque le diélectrique n'est pas polarisable. Plus la susceptibilité sera grande et plus le diélectrique sera polarisable. Xi et epsilon n'ont pas d'unité, ce sont des fractions. Alors on peut se poser la question, quelle est l'unité de la polarisation? Alors il faut d'abord retrouver l'unité de epsilon 0 que nous avions définie comme l'inverse de la constante de Coulomb grand K. D'autre part, dans la dernière vidéo, nous avions défini le potentiel électrostatique, vous vous rappelez, d'un dipôle à partir de la constante grand K. Alors en prenant l'inverse de grand K, epsilon aura l'unité de P sur V d carré. Le moment dipolaire, nous l'avons vu, s'exprime en coulomb fois mètre, et l'on va diviser par des volts mètres carrés, donc epsilon 0 a pour unité des coulombs par volt et par mètre. Alors, quelle est l'unité du champ électrique? Ce sont bien des volts par mètre, et donc la polarisabilité a donc pour unité le coulomb par mètre carré, c'est-à-dire l'équivalent d'une densité surfacique de charge. Alors maintenant que l'on a compris que les notions de polarisation, que cela induisait les champs électriques et des dipôles induits, on va essayer de voir à quoi cela peut donc bien servir pour caractériser des structures biologiques. Nous allons appliquer pour ce faire un champ électrique alternatif avec un générateur de tension alternative qui va inverser les potentiels aux bornes des électrodes. Et le nombre d'inversions du champ électrique appliqué par seconde, ce sera notre fréquence. On va mesurer comment la capacité du condensateur va changer avec la fréquence. Alors voici une mesure typique sur un tissu biologique. On sait faire ces mesures depuis les années 50. Vous voyez que plus la fréquence augmente et plus la capacité à se polariser du tissu diminue. Vous remarquez qu'on est en échelle logarithmique ici. On a donc de très larges variations de la constante diélectrique. Et cette baisse ondule comme si elle semblait descendre des plateaux successifs ou comme si elle descendait une échelle. Et peut-on se servir de la constante diélectrique pour distinguer les tissus ou les organes? Eh bien oui, si on se place à une fréquence fixe, ici de l'ordre du mégahertz, 10 puissance 6 Hz, on va mesurer, ici pour les os, mais aussi pour la graisse, des constantes diélectriques très faibles, environ de 10. On est très proche d'un isolant parfait. La teneur en eau des os est très faible et on sait que la graisse n'aime pas l'eau, on sait que les lipides sont hydrophobes et donc tout cela est logique. Alors pour les muscles, le sang ou la peau, c'est environ une constante diélectrique de 100. C'est pour les organes vitaux comme le cerveau, les reins, l'estomac, que l'on mesure une constante diélectrique très forte qui se distingue bien du reste. La plus forte constante diélectrique a été trouvée sur la rétine et nous verrons dans les cours d'optique qu'effectivement les polarisations électriques sont extrêmement élevées pour nos capteurs de photons. Alors ces variations peuvent bien entendu servir à mesurer la composition d'un tissu ou même plus largement le corps humain. L'appareil se base sur la mesure de l'impédance électrique. C'est ainsi que l'on peut déterminer que notre corps est composé pour 60% d'eau dipolaire, de 15% de graisse apolaire. Ah oui, vous voyez que la somme fait plus de 100%. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque vous voyez bien que les muscles sont composés eux-mêmes de 70% d'eau. Mais nous n'avons pas encore expliqué le plus intéressant. Pourquoi la constante diélectrique décroît-elle par palier? En fait, on a pu montrer que la variation fréquentielle de la constante diélectrique donnait des informations sur les différents niveaux de structure de l'échantillon. Vous savez qu'un tissu, c'est un assemblage de cellules, et que chaque cellule est elle-même composée de protéines et d'ADN. Et on peut encore descendre des niveaux
Une protéine est constituée par ces 20 acides aminés élémentaires. Eh bien, la constante diélectrique est sensible à chacun de ces niveaux, comme si on avait des strates. Vous vous rappelez ce que je vous disais sur la vidéo du principe de superposition? Eh bien, là aussi, cela applique en biologie. Si l'on fait alterner le champ électrique extrêmement rapidement, de l'ordre du gigahertz, seuls les acides aminés arrivent à suivre, à sentir un champ électrique induit. Les protéines, les cellules, c'est trop rapide pour elles, elles ne voient qu'un champ appliqué nul. Alors si on réduit la fréquence à 10 puissance 7 Hz, les acides aminés et les protéines auront une susceptibilité au champ électrique, mais pas les cellules. Vous comprenez ainsi que plus on va décroître la fréquence et se rapprocher d'un champ électrique quasi statique, et plus on excite l'ensemble des éléments. Mais la beauté du phénomène, c'est que les réponses électriques s'ajoutent. Ce n'était pas forcément évident au départ. Donc plus le système sondé avec la fréquence devient gros, et plus la constante diélectrique augmente. Donc une fréquence du gigahertz va nous permettre de sonder l'échelle nanométrique. Une fréquence du mégahertz sera plus utile pour les cellules qui font une taille de 10 microns. Ou alors, si on veut voir des tissus, on utilisera du kilohertz. Donc il semble bien que la constante diélectrique soit extrêmement sensible au volume des éléments. Mais attention, regardez, il y a une exception ici pour l'ADN qui est pourtant petit et a des réponses aussi vers le kilohertz. Alors, on peut se demander aussi comment on peut expliquer que les constantes diélectriques epsilon r décroît fortement avec la température. C'est ce que je vous propose de regarder dans la prochaine vidéo. Quelle est l'origine microscopique de ces mesures macroscopiques de la constante diélectrique? Merci de votre attention et à bientôt.